Pour répondre à ces questions, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons 2 expériences à présenter, Romans-sur-Isère et Bordeaux Métropole. C'est une table ronde qui est relativement importante. Il y avait, je ne sais pas, un édito dans les Échos, je ne sais pas si vous l'avez vu hier, un auteur qui indiquait qu'en matière de pilotage du changement, il y avait certains facteurs de clés de succès et que si on regardait aujourd'hui l'État, je le dis à titre provoque, notamment dans la réforme de loi du travail, tous ces facteurs de clés de succès, en fait, il les mobilisait à l'envers. Et on voit quelquefois les résultats que la non-application ou le non-pilotage du changement, les résultats que cela peut générer. Donc je trouve que c'est, dans un contexte mouvant, des éléments qui sont relativement importants et qu'il est important à avoir en tête. Donc je vous le disais, 2 expériences. La première, celle de Romans-sur-Isère. Alors j'avais invité Monsieur Boucher et sa mère Marie-Hélène Toraval, donc il était prévu qu'elle vienne. On a d'ailleurs animé un séminaire d'actualité à Grenoble dernièrement. Elle est venue, elle a parlé. C'était assez original d'avoir un élu qui intègre finalement dans son plan de mandat la question de l'innovation territoriale. Donc malheureusement, elle n'a pas pu venir. Ça s'est joué hier. Elle a tenu à être présente avec nous à distance. Et elle a enregistré une vidéo de quelques minutes pour nous passer un message justement de la vision politique vis-à-vis de l'innovation territoriale. Je vous propose qu'on regarde cette vidéo et ensuite on embraye sur l'expérience de Romans à travers une casquette plus administrative. Bonjour, Marie-Hélène Toraval, je suis le maire de la ville de Romans-sur-Isère. Il y a 2 ans, une majorité de Romanais nous ont fait confiance en nous demandant avec insistance du changement. Aujourd'hui, le changement, non seulement il est amorcé, mais il est aussi opérationnel, avec une mention particulière, celle du maire, qui applique ce qu'on appelle le principe de réalité, et en réponse aux attentes de mes concitoyens, je fais ce que je dis. Le principal enjeu lorsqu'on reprend une mairie telle que celle de la ville de Romans-sur-Isère est de prendre en compte l'ensemble des paramètres qui expliquent la situation d'une ville. La situation de la ville de Romans, elle était très simple. Une ville endettée, une ville qui avait souffert de la mono-industrie, mais aussi une ville qui avait été fortement impactée par la fiscalité, par la municipalité précédente. Donc l'objectif principal était de redonner des couleurs à la ville, avec un premier point axé sur le développement de l'attractivité de la ville et le second sur la satisfaction de l'usager. Pour cela, il a fallu prendre en compte une analyse précise de la situation, à savoir quelle était la situation en interne et quelle était la situation en externe. Une situation en interne pas facile au regard du taux d'endettement de la ville, donc de peu de marge de manœuvre en termes d'investissement, et avec un budget de fonctionnement extrêmement soutenu, avec la nécessité de faire des arbitrages. D'un point de vue externe, une situation contrainte au regard de la baisse des dotations de l'État et de la volonté farouche qui était la nôtre de ne pas appuyer sur le levier fiscal pour venir financer l'investissement. À partir de cet état des lieux, il était nécessaire de travailler sur un plan d'action, sur une stratégie. Et l'idée principale était de faire mieux avec moins. Faire mieux avec moins a automatiquement induit la nécessité de travailler sur ce qu'on appelle l'innovation. L'innovation s'est traduite par 2 facteurs principaux qui étaient un nouveau mode d'organisation pour venir satisfaire ce qui avait été nos engagements de campagne, c'est-à-dire qu'on se tient au postulat qui règle notre vie à Romans, c'est-à-dire je fais ce que je dis. L'innovation, elle devait venir satisfaire les objectifs, mais en même temps aussi un souci de performance et d'efficience. Performance et efficience passaient nécessairement par l'organisation de la collectivité. Donc, non seulement l'organisation a bénéficié d'une innovation en termes organisationnels. Premier axe, le management par projet, pour venir satisfaire ce qui étaient nos objectifs de campagne. Et pour pouvoir mettre en œuvre ces projets, il était nécessaire d'induire une nouvelle organisation au travers de l'administration. Je rappelle un point qui est extrêmement important, c'est que ceci ne peut se faire sans le consentement, l'accompagnement aussi de l'ensemble de l'administration. L'administration était organisée sous forme de râteau avec 10 services. On a fait le choix de réduire ces services, ce nombre de services à 5, mais en développant 2 cellules particulières. La première, une cellule
qui est intitulé DADI, Développement de l'attractivité et de l'innovation, qui fonctionne en mode projet. Donc c'était le premier module d'innovation interne que nous avons mis en place, et une deuxième cellule qui devait venir satisfaire un objectif principal qui était le nôtre, c'est-à-dire une direction de la satisfaction de l'usager. Alors, de manière générale, l'ensemble fonctionnait, mais sur la partie haute. Ensuite, il était nécessaire de pouvoir voir se concrétiser et émerger l'efficience au travers du déploiement à l'intérieur des services. Et là, on a eu un point d'achoppement au moment de la mise en œuvre sur la base technique. C'est la raison pour laquelle il a été nécessaire de reprendre, en termes de management, tout ce qui intervient sur le terrain. C'est la raison pour laquelle nous avons induit le management par process, qui nous a permis de faire des économies, d'une part, et de satisfaire l'ensemble des agents qui ont retrouvé une notion de métier. Et à partir du moment où un agent retrouve de la satisfaction dans son travail, il développe plus d'efficacité et plus d'efficience et une optimisation du service pour nos usagers. Ensuite, je vous ai parlé du management par projet de manière dans le haut, du management par process sur la partie technique, déploiement. Il reste le management intermédiaire, et c'est notre nouveau champ de bataille, si je peux m'exprimer ainsi, puisque là, il est nécessaire d'intervenir sur ce qu'on appelle l'agilité, l'agility management, qui permet justement ce lien entre la commande et l'exécution de la commande. Deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est sur ce mode de fonctionnement par projet. Ce mode de fonctionnement par projet, il doit avoir de la souplesse. Et cette souplesse, elle ne peut s'opérer qu'à partir d'un moment où ce service se gère de manière autonome. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne rend pas compte, mais il faut lui laisser de la liberté dans son champ d'action pour venir satisfaire les attentes qui sont les nôtres en termes politiques pour son intervention. Et pour cela, on a fait le choix d'induire et de favoriser un mode de fonctionnement en mode dit start-up. L'intérêt du mode start-up, il est le suivant. C'est-à-dire que c'est un mode de fonctionnement dans lequel on accepte de pouvoir se tromper. On accepte qu'il y ait une erreur. Mais à chaque erreur, on doit avoir cette capacité non pas à reculer ou à abandonner, mais c'est-à-dire cette capacité à ne pas s'entêter, mais à savoir pivoter. Et savoir pivoter, ça vous évite la reculade, et c'est toujours une autre manière d'avancer, sachant que le chemin le plus rapide n'est pas forcément le chemin le plus droit. Deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est l'agility management. On en a parlé tout à l'heure. Dans ce principe d'agility management, il s'agit de valoriser le management intermédiaire. C'est la cellule la plus oubliée dans une collectivité, c'est la cellule la moins valorisée. C'est pourtant le nerf de la guerre, dans ce sens où c'est vraiment le management intermédiaire qui va contribuer à l'efficience et à l'efficacité d'une politique et à sa mise en œuvre. Il y a un autre point sur lequel il était nécessaire d'intervenir, c'est notamment le changement dans le secteur public. Il y a un élément qui est extrêmement déterminant, c'est le rôle du maire. Le maire est un patron, il s'inscrit dans une démarche entrepreneuriale. Pour autant, une collectivité n'est pas une entreprise, elle fonctionne différemment, mais la démarche est profitable à l'efficacité des politiques développées sur un territoire. Rassurer, conduire, accompagner, et après, l'élément essentiel qui va dynamiser l'ensemble de la collectivité, c'est de savoir valoriser l'implication, l'investissement de chacun des agents lorsqu'il a mis au service de la collectivité l'intégralité de ses compétences et mis en avant sa capacité à valoriser son expertise. Alors, pour autant, il reste encore des freins, c'est-à-dire qu'on pourra aller encore plus loin. Je rappelle, budget d'investissement maigre, budget de fonctionnement extrêmement important. La première des missions et des opérations qui a été la nôtre a été de réduire les charges de fonctionnement, et chacune des économies a été reportée
sur l'investissement en tenant compte de la baisse des dotations de l'État. Nous avons réussi à augmenter l'investissement de 50%, nous avons donc réussi à faire mieux avec moins. Voilà de manière synthétique les éléments que je voulais partager avec vous. Je regrette profondément de ne pouvoir les partager de vive voix. Pour autant, je voulais vous assurer de ma détermination à travailler aussi sur l'évolution de ces amorces qui ont été opérées sur notre ville de Romans-sur-Isère et vous dire toute la confiance qui était la mienne dans les travaux qui sont engagés par David Carassus au travers de la chaire qu'il dirige. Je suis sûre qu'on est un tournant peut-être obligé au regard des contraintes budgétaires qui sont les nôtres, mais tournant qui est absolument nécessaire pour inscrire vraiment les collectivités dans une dynamique qui doit être la leur et qui doit être orientée sur l'efficience, la performance. Merci. Merci Madame Toraval. Bon, j'ai découvert la vidéo avec vous parce qu'en fait, elle s'est faite hier après-midi, on l'a reçue ce matin. Donc voilà, donc je trouve que c'est... Souvent je dis que le maire est le premier manager d'une collectivité. Là, je suis servi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, après on est d'accord ou pas d'accord, mais au moins il y a un discours. Peut-être pour compléter ce discours plutôt politique, où on voit l'innovation qui peut intégrer la vision d'un élu sur le développement de sa collectivité, de son territoire. Un autre regard, celui du directeur de la DADI, justement. Comment vous voyez l'innovation territoriale et comment vous l'avez pratiquée dans votre direction? Merci de me donner la parole. Je découvre en même temps que vous la vidéo. Voilà, donc je vais essayer de rebondir par rapport aux propos de Madame le maire. Bien sûr, je ne serai pas du tout sur le même champ. Je suis payé, moi, pour faire de l'analyse, de la préconisation et puis de l'évaluation des politiques publiques. Donc je ne vais pas vous raconter une belle histoire. Je vais vous raconter une petite histoire d'une expérimentation en cours, avec tout ce que ça sous-entend d'effets positifs, de réussite, mais aussi de freins et d'échecs. Comme l'a précisé Madame le maire, bien évidemment, un des postulats de départ, c'était de dire qu'on était plutôt à parler d'expérimentation que d'échecs. Voilà, donc le droit à l'expérimentation. Donc nous sommes une jeune direction composée de 7 chefs de projet, tous cadre A ou A+, ayant occupé des fonctions de direction. Et en effet, on fonctionne en mode start-up, avec la cocaïne en moins, ceci dit. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de rattachement au directeur général des services, on n'est pas rattaché au cabinet du maire, et donc on a une forme en effet d'autonomie de fonctionnement qui parfois se traduit en isolement de fonctionnement, bien évidemment, dans la collectivité. Et moi, je vais essayer un petit peu de décrypter ce qui vient d'être dit. J'ai un diaporama assez fourni, je vais vous faire l'économie de vous passer tous les slides les uns après les autres. Je sais que le moment avant de déjeuner n'est pas facile et le moment après déjeuner les guère davantage. David a posé une question tout à l'heure, est-ce que les collectivités locales peuvent changer? Je pourrais réduire à la limite mon intervention à cette diapo. Je crois que la question qui se pose, c'est pas est-ce que l'on peut changer, est-ce que nous avons le choix du changement ou pas? Selon moi, mais c'est en débat, moi je n'expose aucune vérité, je crois que nous n'avons pas le choix du changement. Je fais régulièrement un parallèle avec la danse. Quel est le rapport avec la danse? Je dis, les collectivités locales, nous sommes de très bons danseurs de valse, indéniablement. Ça se coupe par moment, donc j'ai plus les repères. Par contre, nous sommes sur une piste de danse où nos écosystèmes dansent sur du rock, sur du jive à 8 ans. Quand nous dansons sur du 3 temps. Donc il y a une petite déconnexion, en effet, entre, on pourrait dire, la réactivité du monde des collectivités locales et la réactivité et le mouvement des écosystèmes qui les entourent. Alors, on accompagne très très bien le changement. Je sais que c'est un peu l'intitulé de l'atelier d'aujourd'hui. Moi, je n'oppose pas, mais je dis, est-ce qu'on parle de changement, est-ce qu'on parle de mouvement? Si on sait très très bien accompagner le changement, on est assez calé en termes de méthodo, nos écosystèmes sont sur des états qui ne sont pas figés contrairement à nous. Et on est dans une espèce de mouvement perpétuel. C'est-à-dire que lorsque nous sommes amenés à répondre à une situation déterminée par l'accompagnement du changement, lorsque nous sommes en capacité d'apporter une réponse, nos écosystèmes ne sont déjà plus sur le temps de l'interpellation, mais ont déjà complètement muté.
donc avec toujours un décalage. Alors que je renvoie souvent au défaut de prospective des collectivités locales. Alors ce n'est pas général, bien évidemment, et au défaut d'évaluation, même si on a énormément progressé, même si on continue à progresser, on voit qu'il y a un décalage encore très très fort en termes de culture d'évaluation avec les pays anglo-saxons et les pays nordiques, scandinaves notamment. Donc, la commande qui est celle du maire, elle est assez simple, on est dans un système jacobin, le système de l'administration française, top-down, avec des lignes hiérarchiques qui sont très très bien définies et des fonctionnements en silo, et on aimerait aller vers un système agile. Alors c'est un terme qui revient beaucoup, qui est très à la mode, l'entreprise, l'organisation agile. J'ai un collègue qui me disait la dernière fois, est-ce que tu vas finir par nous présenter ce Gilles? Parce qu'on ne parle plus que de lui depuis quelque temps. Donc ce qu'on a mis en place à Romans, c'est une organisation, une expérimentation au niveau de la cellule à laquelle j'appartiens, c'est le petit point rouge en bas dans le triangle, qui fonctionne presque en mode agile, mais qui fonctionne sûrement en mode matriciel. Et ce que nous sommes en train d'essayer d'implémenter dans la collectivité, c'est un fonctionnement global, non plus en mode projet, mais en mode programmatique. C'est-à-dire qu'on sort de l'approche en silo pour aller peut-être demain, est-ce que c'est une vision, une utopie, utopie n'étant pas péjoratif, hein, bien entendu, pour aller demain vers une organisation complètement agile. Donc là, je vais très très vite et puis je vais vous dire ce que ça génère ensuite. Est-ce que ça ne veut pas dire, et je pose une question, que demain, si on va sur un mode de fonctionnement réellement agile de l'organisation, où on accompagne vraiment une mutation profonde plutôt que le changement, si vous regardez un petit peu ce schéma, est-ce qu'on ne risque pas, ou est-ce que c'est un risque, hein, c'est à définir, de se retrouver avec la partie régalienne et avec la partie qu'on va pouvoir développer aujourd'hui en matriciel, qui va nous amener en fait sur un questionnement, est-ce qu'on n'arrive pas sur le champ concurrentiel, non concurrentiel, marchand, non marchand? Et quid de la place des valeurs de service public dans la réflexion? Voilà. Pour moi, c'est un questionnement aujourd'hui. Ça peut être une limite ou pas, mais ça reste encore en questionnement. Je vais aller très très vite pour laisser la place aux collègues et puis surtout laisser la place au questionnement. Deux éléments d'analyse très rapidement, endogène et exogène par rapport à ce que l'on produit. Sur une approche endogène, sur ce carré, les carrés du haut, vous voyez, on y est. Ça y est, c'est réalisé. Sur la partie des process managériaux, nous sommes en cours. Sur le dernier pavé, nous n'avons pas encore entamé le chantier. On pourrait, donc, sur les leviers activés, je vous laisse lire le levier innovateur, fédérateur, etc. Ça, vous connaissez. On mobilise les compétences qui vont avec, compétences managériales mobilisées. Ce n'est pas exhaustif, c'est un document de présentation, pas de travail. Donc, vous voyez un certain nombre de compétences. Et dans le monde idéal, si nous y arrivons, on pourra dire qu'on aura d'un côté plutôt mobilisé tout ce qui est de l'ordre du soft, dans le cadre des processus d'agilité, et de l'autre côté, on va plutôt mobiliser ce qui est de l'ordre du hard. Et si on arrive à faire l'addition des deux, on va aller vers plus de compétences, plus de motivation, et normalement, les résultats devraient s'en suivre. Ce qu'on arrive à observer, c'est que quand on croise cette intelligence managériale avec la culture de l'innovation, on est amené à rentrer dans l'organisation, à prendre en compte un certain nombre de compétences. Je ne sais pas si c'est suffisamment gros pour que vous puissiez lire, mais par exemple, dans le champ de l'innovation, vous voyez le premier pavé en vert. Dans la culture de l'innovation, il y a un élément qui est très important, c'est la capacité à la transgression. Oser, transgresser, rompre le cadre. Et de manière assez paradoxale, ce n'est possible que si le cadre lui-même, dans lequel on évolue, est clairement défini et non négociable. C'est un cadre non défini et clairement négociable qui permet l'agilité, qui permet la transgression au sein du cadre. Bien sûr, nous sommes dans une administration publique, donc nous avons un cadre qui s'impose à nous. Je passe ça pour ne pas prendre trop de temps. Par rapport donc à ce spectre, avec des zones qui sont des zones de principe, il y a quelques points sur lesquels nous sommes encore en zone de principe, et puis sur des zones d'amélioration, de consolidation, et puis sur une cible qui représente une forme d'utopie réaliste. Ce dont on s'aperçoit, c'est que le discours de Madame le maire est partagé ou pas, mais il y a un discours, il y a une ligne,
elle est claire. Et souvent, nous, territoriaux, on dit la commande politique n'est pas claire, elle n'est pas formalisée, on ne sait pas exactement, elle est changeante, elle prend plusieurs directions. Là, c'est clair. Vous avez vu, c'est libéral, c'est décomplexé. On parle de monde de l'entreprise, de temps en temps, on a des discussions sur le statut de la fonction publique. Donc ça, c'est un gros plus. Après, partagé ou pas, mais c'est su, et puis c'est clair pour tout le monde. Ce qui est, donc on a l'impulsion, la vision politique, c'est un point positif. On a l'efficacité des choix politiques, très clairement. Évaluation des politiques publiques, c'est efficacité des choix politiques, efficience des choix de gestion. Donc ça, c'est plutôt les points positifs. Dans les points négatifs, on voit qu'on a une difficulté, dans le cas qui est le nôtre, pour l'administration à intégrer la commande politique qui pourtant est claire, parce qu'elle vient percuter une culture territoriale qui n'est pas celle de l'exécutif en œuvre. Donc ça, c'est une difficulté majeure, et on voit qu'on va être plutôt en difficulté sur ce qui est plutôt sympa à mettre en œuvre, c'est-à-dire le soft, et qu'on va être très très bon dans la réponse sur le hard. C'est-à-dire qu'on va très facilement développer un certain nombre de processus protecteurs de l'organisation et de ses agents. Donc sur le hard, on est bon, sur le soft, de manière assez paradoxale ou pas, on est en difficulté. Je passe donc les éléments. Alors, il y a des choses qui permettent de déverrouiller. On a mis en place des workshops ou des ateliers de créativité. On est en train de travailler la transférabilité de notre expérimentation à travers le mode programmatique à l'ensemble de l'organisation. Un de mes indicateurs d'ailleurs de réussite sera notre disparition. Nous devons disparaître. Ça veut dire que l'implémentation aura été réussie au sein de l'organisation. Nous avons introduit dans l'entretien d'évaluation de l'ensemble des agents la question de l'innovation, de la capacité à être force de proposition en termes d'innovation. Voilà. Puis très rapidement, on a développé le télétravail, la transférabilité, cette expérimentation de start-up, etc., etc. Et avec des choses très très simples, vous aurez accès bien évidemment aux documents, on s'aperçoit que le spectre de départ n'est pas tout à fait celui de la fin. Pour aller très très vite, une explication qui est là plus exogène. D'après le modèle Pestel, on voit les facteurs macro-environnementaux qui impactent les collectivités locales au niveau national. Et au niveau de la commune, on voit bien entre les deux qu'on n'est pas tout à fait impacté, tout à fait normalement, par les mêmes choses. Je prendrai l'exemple du premier impact qui est très très fort sur l'organisation, c'est l'orientation politique locale. Donc, je n'arrive pas forcément à me relire. On a une impulsion, une vision, une culture, un champ de valeurs véhiculé qui est très libéral et un discours qui est complètement décomplexé, partagé ou pas. Ça vient impacter très très fortement l'organisation. Donc, on a repéré quelques variables pivots. Je vais me lever parce que là, je suis désolé, ma vue ne me permet pas. Donc, comme la culture d'entreprise avec les évolutions possibles à mettre en œuvre, qu'on a mises en œuvre, et très rapidement parce qu'il y avait vraiment un choc, le développement rapide d'éléments de langage et de culture partagée, parce que très clairement, on ne se comprenait pas. Les premiers propos du maire étaient complètement inaudibles pour l'administration. C'était un vrai choc. Une posture managériale différente. On est passé d'une direction à un management de l'organisation. Il y a une faute, je vous prie de m'en pardonner. Je sais que vous êtes quelques-uns dans la salle à être directeurs généraux des services. Je préconise personnellement que les DGS disparaissent. Pas en tant qu'individus. Je crois qu'il faut aussi muter la fonction. Ne partez pas encore, reste un peu. Non, il y en a que je connais très très bien, mais ils connaissent ma position là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on transforme nos directeurs généraux des services en managers généraux des organisations, avec sans doute un directeur administratif qui garantisse le cadre, mais un manager général de l'organisation et de sa stratégie. Il faut qu'on sorte des logiques de hiérarchie et qu'on passe aux logiques de management. On sait aujourd'hui qu'on a les 3/4 de nos cadres environ qui ne sont pas préparés à manager, qui sont en souffrance et qui mettent leurs équipes en souffrance. Alors que ce sont sans doute des gens absolument merveilleux par ailleurs. Et puis un schéma organisationnel qui aille très rapidement vers une organisation matricielle. Le matriciel, c'est très très bien, c'est enfin on met en œuvre de manière pragmatique la transversalité dont on parle dans toutes nos collectivités. Si on n'est pas en matriciel, ça revient à faire rentrer un rond dans un triangle. Il y a toujours un moment donné, ça déborde, et vous connaissez très très bien le principe, on a tendance à mieux travailler avec les gens avec qui on s'entend bien qu'avec les autres.
Donc la transversalité, ça ne se décrète pas, ça s'organise et le matriciel le permet. Sauf que, quand vous dites à un directeur de silo, tu pilotais 100% du budget, ben tu vas en piloter 20%. Parce que les 80% vont être pilotés par le mode programme. Et puis le directeur du mode programme est en N-2. Enfin, pour moi, où est le problème? Voilà. Vous voyez? Et puis on va revaloriser par le bas, c'est-à-dire qu'on va casser le plafond de verre que nos organisations pyramidales ont créé et on va revaloriser l'entrée métier. Intellectuellement, tout le monde est relativement d'accord avec ça. Dans la pratique, ça crée un certain nombre de freins, tout de même. Donc, des compétences qu'on mobilise rapidement, le process, Madame le maire en a parlé, la question de l'évaluation, sur de vraies évaluations, la question du design des services publics, l'analyse systémique, on en a parlé ce matin, la DPPO, direction participative par objectif, mon Crozier, hein, David en a parlé, et puis la question de la prospective territoriale, où on est globalement pas très très bon. Quand on met ça en œuvre, le discours, l'impulsion politique, c'est toujours la même chose, mais l'impact sur l'organisation, c'est le petit cadre rouge en bas à droite, est moins fort. C'est-à-dire que les salariés sont davantage préparés, davantage protégés, que chacun y retrouve son compte dans l'organisation. Voilà. J'ai fait très rapide. Je pense que j'ai tenu à peu près le temps. Voilà. C'est gentil. Merci, Monsieur Boucher. On peut l'applaudir. On reviendra sans aucun doute sur ces éléments avec des questions. J'en ai déjà noté de nombreuses. Peut-être pour compléter la présentation de Monsieur Rode, pour compléter en évoquant justement cette question du pilotage du changement et l'accompagnement à travers un cas particulier, en l'occurrence celui de la mutualisation à Bordeaux Métropole. Merci beaucoup. Alors j'interviendrai peut-être un petit peu à rebours des interventions précédentes, notamment sur les questions de méthode, et peut-être essayer de réhabiliter la place du DGS déchu lors de la précédente intervention, notamment dans la manière dont le projet de mutualisation a été mené à Bordeaux Métropole. Alors, je voulais revenir d'abord sur la notion d'innovation territoriale, de changement, parce que on en parle beaucoup, parfois on perd un petit peu le sens. Et rappeler pourquoi à Bordeaux Métropole le projet de mutualisation avait eu du sens. Ça a été juste je me permets une parenthèse, ça a été une question par SMS, on n'y a pas répondu. Quelle est la définition de l'innovation territoriale, le champ, la différence à la créativité? Je voulais profiter de cet atelier pour l'évoquer, justement. On parlera tout à l'heure avec les questions. Voilà, donc le projet de mutualisation, donc je vais passer rapidement sur le contexte et les causes pour aller rapidement ensuite sur les questions de pilotage. Mais c'était à Bordeaux Métropole à la fois un impératif économique et politique. Vous connaissez tous le contexte de baisse de la DGF, politique avec une pression forte également des usagers citoyens sur le poids de l'impôt, sur l'efficience des services publics. Une pression européenne parce qu'on a d'autres capitales ou grosses métropoles européennes qui ont une influence et un rayonnement important sur leur territoire et qu'on a besoin de structures qui soient en capacité d'administrer et de développer le territoire. L'adaptation aux faits urbains également, puisque on a des structures qui sont assez anciennes pour l'administration du territoire et pas forcément adaptées à l'évolution réelle et de notre manière de vivre en ville. Et enfin, une autre cause qui a été déterminante dans la mutualisation de Bordeaux Métropole, c'est la force de la loi, puisque la loi du 10 décembre